Oui, nous sommes en présence de M. Alongo, qui vient juste fraîchement de Belgique, qui est en visite guidée ici à Londres depuis le samedi dernier. M. Alongo, beaucoup vous connaissent comme combattant, mais je vais vous laisser le micro pour vous présenter un peu à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis et nous donner le but ou les objectifs de votre voyage à Londres. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir posé cette question. Avant de commencer à répondre à la question ou aux questions qui viennent de m'être posées, je vais d'abord saluer la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées pour la démocratie et pour la libération effective de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que vous savez que notre pays a perdu plus de 10 millions de personnes. Il y a des millions de femmes violées au Kivu et un peu partout. Donc je ne peux pas commencer cette interview sans pour autant rendre hommage à tous ceux-là qui ont payé de leur vie à cause du combat qu'ils ont mené pour la libération de notre pays. Et puis, pour répondre à votre question, je suis venu ici à Londres, précisément pour rencontrer les membres de nos deux associations dont je fais partie. Nous avons le mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, MIRGEC en sigle, et nous avons l'action pour la protection et la défense des droits de l'homme. Il fallait rencontrer nos membres parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'eau qui coule en ce moment-ci sous le pont. Il fallait quand même les rencontrer. Et vous le savez qu'ici, nous avons à Londres un général qui a été appréhendé par les autorités anglaises, le général rwandais Karenzi, qui est le patron des services de renseignement. Il a été appréhendé ici et il fallait que nous, de notre côté, et dans le cadre du MIRGEC et dans le cadre de la PDH, il fallait absolument que nous puissions aussi introduire nos plaintes pour charger davantage ce général en dehors, à l'instar des mandats qui ont été lancés par les Espagnols. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici et rencontrer nos membres. Nous avons rencontré nos membres du MIRGEC et puis les membres de la PDH. Je vous informe que l'APDH est l'association que nous avons mise sur pied à Paris, Bichou Chomongo, Christian Bola et moi, et nous avons des représentants ici, et que cette association APDH a aussi déjà déposé une plainte contre le général Karenzi. Et nous sommes en train de rassembler toutes les preuves possibles pour pouvoir le surcharger afin d'obtenir son inculpation et enfin sa condamnation. Et comme vous le savez aussi, le MIRGEC, c'est le mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais. Le général Karenzi fut l'un des commandants qui, vous permettrez peut-être la tautologie, qui commandait les troupes rwandaises à Kisangani quand ces troupes se sont affrontées avec les troupes ougandaises. C'était en mai-juin 2000 à Kisangani où nos compatriotes sont morts. Il y a une association de défense des droits de l'homme, Lotus, qui a, n'est-ce pas, rédigé un rapport à cet effet. Et nous avons beaucoup d'autres preuves
que nous sommes en train de rassembler dans le cadre du MIRJEC pour pouvoir, n'est-ce pas, introduire aussi notre plainte parce que le procès ne s'est pas tenu le 28 juillet comme c'est fut le cas, mais il a été reporté au mois prochain. Donc l'APDH, dans le cadre de l'APDH, la plainte est déjà entrée et que dans le cadre du MIRJEC, nous sommes en train de nous affûter pour pouvoir certainiser notre plainte. Et aussi, nous pensons, toujours dans le cadre de l'APDH et du MIRJEC, porter aussi plainte, non seulement ici, vous verrez, j'irai aussi en France, en Belgique et un peu partout, en vue de sensibiliser les gens pour que les plaintes puissent entrer partout contre tous les auteurs des massacres qui ont eu lieu au mois de janvier à Kinshasa. Comme vous le savez, on a tué nos frères le 19, le 20, le 21 janvier 2015 à Kinshasa. Et cela ne peut pas rester comme ça impuni. Tous les auteurs intellectuels, les auteurs, les exécutants, et que sais-je encore, des gens comme le général Célestin Kanyama, le ministre de l'Intérieur Bochab, le ministre de l'Information Mende et Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila en tant que commandant suprême des forces armées, le chef d'état-major général Etumba, le commandant de la police, le numéro 1 de la police Bisengimana, toutes ces personnes et toutes ces personnes qui ont d'une manière ou d'une autre pris part à la planification et à l'exécution de ces massacres ou de nos compatriotes devront absolument répondre de ces faits. Voilà pourquoi nous sommes venus ici à Londres. Je ne sais pas si j'ai répondu largement à votre question. Oui, concernant l'arrestation par les autorités britanniques du général rwandais, le chargé de renseignement du service sécuritaire rwandaise par les autorités anglaises, comment expliquez-vous le comportement de ce gouvernement anglais qui, en lieu et place de l'arrêter carrément et de le renvoyer à la CPI, ils ont encore octroyé à ce criminel une liberté provisoire moyennant caution de 1 million de pounds avec comme avocat la femme de Tony Blair. Comment expliquez-vous cela? Bon, le système anglais, le système judiciaire, la justice anglaise est ce qu'elle est, mais cela n'empêche que le Congolais que nous sommes soyons plus que déterminés pour en découdre avec tous ces criminels. Donc, qu'ils soient en liberté provisoire, qu'ils soient libérés ou qu'ils ne soient pas libérés, ça, ce n'est pas notre problème. Le problème qui nous préoccupe, c'est que toutes ces personnes qui ont été à l'un ou l'autre moment auteurs, co-auteurs, auteurs intellectuels et que sais-je encore, des crimes perpétrés en République démocratique du Congo, seront arrêtés et ils doivent être arrêtés. S'ils ne sont pas jugés par la justice anglaise où ils sont remis, où ces personnes sont remises en liberté, mais nous, la justice populaire fera son travail et ces gens seront d'une manière ou d'une autre, à l'un ou l'autre moment de l'histoire, arrêtés et condamnés très sévèrement. Vous avez suivi les informations de ces derniers temps. Au niveau du Congo, tout le monde parle au ton du dialogue national. Nous avons suivi encore une fois la feuille de route de l'UDPS qui demande aussi qu'il y ait dialogue, mais il y a aussi d'autres partis et d'autres compatriotes qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Quelle est votre position?
Bien, ma position est celle-ci. Depuis le début de cette tractation, je me suis toujours opposé au dialogue et je continue à l'être. Je pense que le dialogue congolais qui veut se tenir dans notre pays pour notre pays est un forum qui ne va aboutir à rien. Donc c'est une rencontre qui ne va engendrer que d'une souris. Nous l'avons vu, mais pourquoi on peut organiser un dialogue? Il y a eu des concertations nationales, mais quels sont les résultats positifs de ces concertations nationales? Aujourd'hui, tout le monde sait que ça n'a rien donné. Mais en fin de mandat, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, est aujourd'hui à la fin de son mandat. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut encore, comment pourrais-je dire, à la fin de son mandat, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Est-ce qu'on peut faire un dialogue avec quelqu'un qui est à la fin de son mandat? Je pense que non. Nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Cherche-t-il le glissement Moi, je pense que appel au dialogue. Le dialogue intercongolais qui est prôné par un certain nombre de gens veut favoriser le glissement du dialogue, du mandat présidentiel. Comme vous le savez, Hippolyte Kanambe n'est pas à son coup d'essai. Il a commencé en 2006 par tricher. D'ailleurs, il faut voir comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir par un coup. En 2001, en 2006, c'est pas lui qui avait remporté les élections. C'est le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo qui avait remporté les élections. Mais malheureusement, vous le savez, et vous savez ce qui est arrivé. Il a manigancé et il s'est maintenu au pouvoir. En 2011, mêmement, il a pu voler la victoire à M. Etienne Tshisekedi. Donc, il croyait que ce mandat allait être éternel, mais malheureusement, il se rend compte que les jours vont vite. Nous sommes en 2015 et l'année prochaine, c'est la fin de son mandat. Il avait commencé par chercher à modifier l'article 220 de la Constitution, qui est un article verrouillé et que l'on ne pouvait pas, qui dit qu'on ne peut pas changer et modifier le nombre de mandats, voire la durée du mandat. Après cela, moi je me disais que comme il a été coincé, il a cherché d'autres astuces pour lier les élections au recensement, et tout cela c'est pour chercher à se maintenir au pouvoir. Et le peuple s'est levé le 19, le 20, le 21, et nous avons enregistré beaucoup de morts au mois de janvier 2015 à Kinshasa, et le 22 janvier 2015 à Goma et un peu partout. Il y a eu soulèvement populaire, les gens se sont levés, ils ont dit non à ce fameux recensement. Il y a eu de morts. Et puis, c'est comme ça que le Sénat a retiré la fameuse loi qui a été pourtant déjà votée par l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. Donc, vous comprenez que ce ne sont que des astuces qui changent. Aujourd'hui, on parle du dialogue, mais moi, je suis convaincu que c'est savamment tissé par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui veut à tout prix rester au pouvoir. Donc nous ne sommes pas dupes, mais nous allons en tout cas barrer le chemin à tous ceux-là qui pensent qu'il faut s'amuser avec le peuple congolais. D'abord, quand on parle du dialogue, je l'ai toujours dit au cours de mes différentes interventions, que le dialogue congolais dont il est question tire sa source de l'accord de paix de Lusaka du 24 février 2013. Mais les accords d'Addis Abeba, je veux dire, excusez-moi,
Donc l'accord de paix d'Addis Abeba, cet accord-là de paix prévoyait la réconciliation. Cet accord-là prévoyait, demandait le Congo avait pris l'engagement de procéder à la réforme des forces de sécurité, de la police et de l'armée. Et vous vous rendez compte que ça, c'est une violation de l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui dit la non-ingérence des problèmes relevant du droit interne. Et puis ce même accord-là, cadre d'Addis Abeba, dans cet accord, sur le plan régional, les pays de la région des Grands Lacs avaient pris l'engagement de ne pas s'y-mixer, de ne pas violer l'intégrité territoriale du Congo, de ne pas s'ingérer dans les problèmes internes du Congo. Mais nous l'avons vu, l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé le 24 février 2013, si j'ai encore bonne mémoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après? Le M23 a sévi, a tué des gens, on a violé nos mamans et tout ça. Donc les États voisins comme le Rwanda, l'Ouganda, qui d'ailleurs, selon le rapport de l'ONU, alimentait le M23, soutenait le M23. Et pratiquement le M23, c'est une branche armée du Rwanda et de l'Ouganda. Donc vous voyez que cet accord a été déjà violé. Et comment est-ce que vous allez encore appuyer ce dialogue? Et je veux aussi dire une chose. L'article 103 de la Charte des Nations Unies dit ceci, que tout texte, tout accord, tout texte, tout arrangement, toute loi qui serait contraire à la Charte des Nations Unies doit être, en tout cas, doit reculer. C'est-à-dire c'est la Charte des Nations Unies qui prévaut devant une autre loi ou un autre accord régional ou sous-régional, comme l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est un accord qui est en dessous de la Charte des Nations Unies. On ne doit donc pas suivre l'accord cadre d'Addis Abeba. On doit respecter la Charte des Nations Unies. On doit respecter l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies qui dit la non-ingérence de problèmes relevant du droit interne. Et ça, c'est la souveraineté même du pays. Ne pensez-vous pas que la République démocratique du Congo, en signant cet accord cadre, s'est vue prise en otage et mise sous le contrôle de la communauté internationale? Oui, mais il faut savoir qui sont à la tête du Congo, de notre pays, qui gère le pays actuellement. Je pense que ce sont des bandits qui gèrent le pays. Il ne faut quand même pas se le cacher. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, qui a ordonné le massacre des gens au mois de janvier. Mais vous savez qu'ils n'ont même pas décrété une journée, les drapeaux n'étaient pas en berne, on n'a pas déclaré une journée ou quelques jours de deuil national pour les gens qui sont morts au mois de janvier. C'est une preuve de leur culpabilité. Parce que si, en principe, ils étaient des véritables autorités qui aiment le pays, qui aiment le peuple congolais, si elles étaient des autorités qui aiment le pays, elles allaient décréter un deuil national, mais ce qui n'a pas été fait. Cela prouve à suffisance leur mauvaise foi et que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé, vous le savez, même par des pays agresseurs. C'est pour cela que nous sommes toujours insurgés contre cet accord-là. Nous avons toujours dénoncé cet accord-là. Et les accords qui demandent à la République démocratique du Congo de procéder à la réforme de l'armée. Mais ça, c'est la souveraineté de notre pays. À part ça, la réconciliation nationale prônée par cet accord. Mais la réconciliation nationale, est-ce que vous avez vu l'ONU dire aux Anglais de faire une réconciliation nationale ou aux Flamands de faire une réconciliation nationale parce qu'ils ne s'en donnent pas avec les Wallons? Moi, je pense que nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas plus de petits-enfants. Le peuple congolais a bien compris beaucoup de choses à force d'être dupé. Nous allons nous opposer catégoriquement et nous allons continuer à nous opposer au dialogue qui veut se tenir. Mais étant combattant, je ne suis pas resté comme ça parce que les gens ont l'habitude de dire que les combattants sont des voyous. Moi, j'ai proposé
quelque chose, un document que j'ai appelé le Forum souverain pour le sauvetage de la démocratie congolaise. Dans ce forum, je précise que le forum doit se tenir en dehors de la République démocratique du Congo. On a vu à Tananarive, il y a eu une rencontre à Tananarive. Nous avons vu une rencontre à Sun City. Le dialogue intercongolais s'est tenu à Sun City. Ce n'était pas au Congo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au Congo, ça n'offre pas de garanties sécuritaires. Le peuple congolais le sait que Hippolyte Kanambe contrôle l'armée, il contrôle la police. Donc les services de sécurité sont à sa guise, donc sont à sa solde, je vous l'ai dit. Donc croyez-moi que si l'on organise ce dialogue à Kinshasa, les combattants résistants, qui pourtant sont les véritables opposants au régime de Kinshasa, n'y prendront pas part parce que leur sécurité ne sera pas garantie. Donc il faut que ce forum se tienne en dehors des territoires du territoire national. C'est tout. Voilà donc la communauté internationale, ou pas la communauté internationale, mais nous sommes un peuple souverain. Nous devons être plus que déterminés. C'est notre pays à nous et n'attendez pas que l'extérieur ou la communauté internationale, n'attendons pas que la communauté internationale puisse venir libérer le pays, mais c'est nous-mêmes qui devons libérer le pays. Vous avez vu en France, quand le pays était envahi par les Allemands, les Français se sont battus, il y a eu des résistants, des combattants résistants comme nous aujourd'hui. Donc l'histoire se répète, nous devons en tout cas nous rendre beaucoup plus disponibles à combattre pour la libération effective de notre pays. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Je sais que j'ai peut-être été assez long, mais c'est pour que les gens comprennent mieux ce qui doit être. Merci beaucoup, M. Alongo. Merci beaucoup.